Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce tout nouveau podcast Tant qu'il y aura du Wi-Fi. C'est un podcast que je lance pour découvrir des personnalités de votre quotidien numérique. Ça peut être des influenceurs, des youtubeurs, des streamers ou des personnalités de la télé. Et là, pour le premier invité, j'étais obligé de l'inviter. Je l'ai invité à mon mariage, j'étais obligé de l'inviter à mon premier podcast. Et c'était un mariage fantastique, je vous le dis. Marcus, on ne le présente plus. Ça va mon Marcus? Ça va, mon grand? Attends, Ouais, t'étais là à la création, comme Steve Jobs qui a créé Apple. ouais, tout à fait. T'es parti. Mais il y a eu des jeux qui ont été censurés, des textes qui ont été raccourcis, remontés. Et puis moi, quand je disais du mal d'un Tintin Objectif Aventure, au lieu qu'il soit diffusé 40 fois, comme ils l'étaient tous les Level 1, bah, il était diffusé qu'une fois. Et Infogrames, à un moment donné, est monté au capital de Game One, donc a racheté Game One, Voilà. en quelque sorte. Et là, il y a eu un problème pour toi. Les photocopies des Ça trucs, correspond j'ai amené à... tout ça au CSA, qui était l'Arcom de l'époque. Et je vois des fesses à la place du jeu et des gars que je connais pas trop, qui font des private jokes, qui ne regardent que et qui, à mon avis, font parler les spectateurs. C'est mon dernier level 1. Elle me dit, tu peux me le lire? Et en le lisant, j'avais les larmes qui venaient aux yeux, vraiment, quoi. En disant, bah voilà, ça s'arrête après 30 ans, quoi. C'est un peu difficile. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce tout nouveau podcast Tant qu'il y aura du Wi-Fi. C'est un podcast que je lance pour découvrir des personnalités de votre quotidien numérique. Ça peut être des influenceurs, des youtubeurs, des streamers ou des personnalités de la télé. Et là, pour le premier invité, j'étais obligé de l'inviter. Je l'ai invité à mon mariage, j'étais obligé de l'inviter à mon premier podcast. Et c'était un mariage fantastique, je vous le dis. Marcus, on ne le présente plus. Ça va mon Marcus? Ça va, mon grand? Bah vraiment, voilà. Astérix et Obélix, une fois de plus réunis, voilà. On est les Astérix et Obélix du jeu vidéo maintenant. Bah ouais. Sans potion magique. Sans potion dopage. magique. Hein, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est un honneur d'inaugurer ton podcast. J'adore le titre, bravo. C'est vrai, t'aimes bien? Ah, c'est très bien. Bah voilà, nouvelle aventure. Ça fait longtemps qu'on me dit quand est-ce que t'arrives sur YouTube et tout. Bah voilà, la nouvelle aventure est là. Tant qu'il y aura du Wi-Fi, vous abonnez, quelle que soit la plateforme. Et ensemble, on va découvrir des personnalités. Et là, Marcus, je vais être franc avec toi, je t'ai vu dans plein d'interviews. Ouais. Et je dis toujours les mêmes choses. T'en racontes des bêtises. Il va falloir que avec tu me moi, tires les verres du nez. Je sais là. que tu peux pas me la faire à l'envers. Ok, t'as prévu des questions. C'est pas possible. Déjà, je te pose la question. Pour moi, t'es un peu le Steve Jobs de Game One. Sauf que, à la différence de Steve Jobs, toi, t'es pas mort, c'est Game One qui est mort. C'est vrai. Je suis pas mort riche, déjà. Attends, t'étais là à la création, comme Steve Jobs qui a créé Apple. Ouais, tout à fait. T'es parti. Oui, Tu t'es fait virer. Ouais. T'es non, revenu. Je me suis pas fait virer, je me suis viré. Oui, t'as tout seul. quitté. J'ai quitté, oui, T'as tout à quitté. fait. Après, t'es revenu. Ouais. Et bon, bah, au final, la chaîne a fermé. Ça fait quoi pour toi d'être une légende du jeu vidéo? Oh, en vrai, t'es une légende du jeu vidéo. Non. Qui a pu durer Ouais. aussi longtemps dans le jeu vidéo en étant aussi populaire au fil du temps? Quand je regarde en France, il y a personne d'autre. Alors, fais pas le modeste avec moi, il y a personne d'autre. Je cherche. Bah oui, mais j'ai l'avantage de l'ancienneté. Qu'est-ce que tu veux? On a ouvert Game One 10 ans avant Internet. Donc on était les seuls sur le créneau ici. J'ai aucun mérite. Il y a vraiment le côté, les gens n'avaient pas le choix. Moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est pas trop que j'ai duré, c'est que les gens se soient pas lassés de moi. Ils en aient pas eu marre de me voir à l'antenne de Game One quasiment H24 parce qu'il y avait que des rediffs. On avait peu d'émissions. Donc t'allumais Game One, t'avais une chance sur deux de tomber sur Level 1 et sur ma tronche. Oui, mais les ça, gens, c'est ils auraient facile. dû se placer normalement. Avec Game One, c'est facile parce que t'as commencé en 98 avec Game One, date de création de la chaîne, mais tu quittes Game One en 2002. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais après 2002, t'existes encore. T'arrives encore à montrer comment t'as vécu ça médiatiquement. C'est-à-dire, tu te barres en disant, vas-y, je suis Marcus, t'as la grosse tête à ce moment-là. Ouais, énorme. Et tu dis, je vais faire Game 2. Pas du tout. À l'époque, il n'y a pas Internet et tout. Mais donc, non, comment tu réagis par rapport à ça? Tu te dis, ça y est, je vais faire une autre chaîne ou je vais partir sur Canal+, ou un truc comme ça? Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai juste une idée de ce que je ne veux pas faire. Et ce que je veux pas faire, c'est trahir les spectateurs qui m'aimaient bien depuis 4 ans. Quand on a créé Game One, on a fait ce qu'on a voulu. J'ai créé Level 1, c'est moi qui ai eu l'idée. On m'a dit, bah vas-y, voilà un plateau de télé et fais-toi plaisir. Donc il y avait aucun stress, il y avait même pas le stress de l'audimat ou tu vois que ça marche. On essayait des trucs, on voyait si ça marchait et c'est tout. Et on regardait pas l'audimat, etc. Donc pas de stress de ce côté-là, pas de censure. C'est-à-dire qu'on disait vraiment ce qu'on pensait des jeux. J'ai cassé des jeux. Il y a même des émissions où j'ai dit aux gens, le jeu est nul, on se fait chier, changez de chaîne, vous embêtez pas, restez pas là. Jamais un animateur télé
télé te dit mais vas-y, change de chaîne, c'est pas possible. Donc on était totalement libre de faire ce qu'on voulait et ça nous a permis d'acquérir la confiance des gens qui nous regardaient. Moi, j'ai toujours considéré que les gens qui me regardaient, c'était mes potes et j'allais pas leur recommander Tintin Objectif Aventure si j'aurais pas moi-même lâché 60 € pour ça. Tu prends cet exemple-là parce que c'était un jeu qui était Infogrames. fait par Infogrames. Voilà. Et Infogrames, à un moment donné, est monté au capital de Game One, donc a racheté Game One, Voilà. en quelque sorte. Et là, il y a eu un problème pour toi. Ça a été créé par Canal+ conjointement avec Infogrames, mais à un moment, Canal+ s'est retiré, on s'est retrouvé tout seul avec Infogrames. Et dès qu'ils ont été tout seuls, ils ont eu tendance à vouloir nous faire dire du bien de leur jeu, ce qui est presque normal et naturel. Mais moi, je voulais pas Ils ont vraiment fait ça parce que moi, Oui. du coup, j'ai intégré Game One en 2002. Ouais, je sais que et moi, on m'a jamais demandé de dire du bien d'un jeu. Parce qu'on a posé des bases. Mais il y a eu des jeux qui ont été censurés, des textes qui ont été raccourcis, remontés. Et puis moi, quand je disais du mal d'un Tintin Objectif Aventure, au lieu qu'il soit diffusé 40 fois, comme ils l'étaient tous les Level 1, bah, il était diffusé qu'une fois, la fois où le temps qu'ils se rendent compte que j'avais dit du mal de leur jeu. Donc voilà, et puis surtout, ils facturaient aux annonceurs les Level 1 comme si c'était de la publicité. Or, c'était de l'éditorial. On ne vend pas de l'éditorial. Voilà. Ouais, j'ai les preuves de ça, j'ai les photocopies du truc. Correspond j'ai amené tout ça au CSA, qui était l'Arcom de l'époque. Alors ça correspond à 1998-2002. Oui. C'est une autre époque, il n'y a pas les réseaux sociaux à l'époque. Complètement. Du coup, qu'est-ce que tu penses du monde d'aujourd'hui où au final, tous les réseaux sociaux, les influenceurs qu'on suit, les youtubeurs, les streamers, il y a des OPSP, comme on dit. Oui. Des campagnes d'influence où on les paye pour dire du bien d'un jeu. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une armée d'influenceurs sur Internet qui, au final, font ce que le Marcus de l'époque ne voulait pas faire. Exactement. Mais alors, t'en penses quoi, toi? Alors, déjà, j'en fais toujours pas. C'est-à-dire que je fais très rarement des OPSP ou du marketing, etc. En tout cas, surtout pas pour des jeux ou des choses que je serais amené à critiquer par ailleurs. Donc, par exemple, j'ai fait une opération avec le lobby des fruits et légumes frais. Oui, et c'était avec tomates, voilà, c'était pas grave. Et puis, c'était drôle. Et puis, c'était bien l'idée de faire manger des fruits et légumes aux gens. Et c'était avec Benzaï, enfin on a bien rigolé, on a passé une bonne soirée. Mais qu'est-ce que t'en penses justement de tous ces influenceurs qui sont des copains maintenant en plus, hein. Tout à fait, et ben, j'en parlais, j'étais au Toulouse Game Show, je parlais avec un influenceur qui me disait que lui, il a vraiment du mal, il est obligé, il est sur YouTube, il fait une émission qui est très regardée sur YouTube, et il fait peu de partenariats, mais il est obligé d'en faire, c'est-à-dire que les vues ne suffisent pas, hein, faut vraiment le savoir. C'est leur salaire. Tous les YouTubeurs, c'est leur salaire, c'est les OP marketing. Donc lui, il est un peu embêté parfois de faire tous les trucs qu'on voit pour NordVPN, pour des boissons énergisantes, enfin pour des crypto-monnaies, même des fois, etc. Ça leur permet de gagner de l'argent. Des jeux en ligne, des jeux de sport en ligne. Bon, lui, il a une certaine éthique et il me disait, il y a des trucs que je refuse. Typiquement, les jeux d'argent en ligne, c'est vraiment très mauvais pour tout le monde et surtout pour les plus jeunes qui pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent et qui en réalité vont en perdre beaucoup. Lui, il refuse ses OP et pourtant, c'est payé 4 fois le prix des autres OP. Donc, je trouve que les gens comme lui, qui peuvent se permettre d'avoir une éthique et de sélectionner leurs OP marketing, ça va, c'est pas trop un problème. Les autres, ils sont un peu obligés, s'ils veulent gagner des sous, d'accepter un peu n'importe quoi. Je pense que c'est un peu dommage, évidemment. Tant que t'as pas une certaine ampleur, tu n'es pas à même de pouvoir choisir. En revanche, je pense que les spectateurs sont assez intelligents pour comprendre que, oui, il y a une OP marketing, mais c'est ça qui finance la chaîne, et c'est ça qui, moi, spectateur, me permet de l'avoir gratuitement. Exactement, parce que tout est gratuit. Donc je pense que les spectateurs ne sont pas dupes, ils regardent quand même pour encourager finalement le YouTuber qu'ils aiment bien, et au final, bon bah, personne n'est dupe, j'ai envie de te dire, mais alors, tant que c'est pas fait en douce. Ok, voilà. Alors si les internautes d'aujourd'hui sont pas dupes, et ils comprennent très bien, est-ce que le Marcus d'aujourd'hui, s'il revient dans le passé, il dirait au Marcus de 2002 de quitter la chaîne? Ouais, quand même. Parce que c'est une question de... T'as une hésitation? Ben, d'un côté, j'allais te dire, ça m'est arrivé de faire des choses que j'aurais pas acceptées à l'époque. Tu vois, ces dernières années, on a pu faire chez Game One des OP marketing, de trucs où j'étais pas tant convaincu que ça, mais bon, tu le faisais, tout le monde le faisait, donc on était tous ensemble et c'était rigolo à faire. Donc c'est un peu ce qui me sauvait, même si j'étais pas convaincu de certains jeux. Il y en a certains. Je me souviens de la suite de Left 4 Dead, Back 4 Blood, où j'adore ce jeu, donc j'étais content de faire une OP. Et d'autres, les premiers jeux du démarrage de la PS5, n'étaient pas terrible, mais au moins ils étaient beaux, ils étaient un peu éblouissants, et on a fait quelques petits tweets ou des trucs.
bon, c'était sans s'engager plus que ça, donc c'était pas non plus très grave. Ouais, quoi qu'il arrive, t'en aurais parlé de la PS5 à son Ouais, lancement. voilà. Et puis Comme t'as parlé de la Switch. J'aurais cité ces jeux en Xbox. exemple parce que c'était les plus beaux jeux qu'on pouvait trouver à l'époque. En termes de gameplay, c'était pas terrible, mais voilà. Donc j'ai pu faire, on va dire, dans ces 10 dernières années, des choses que le Marcus de l'an 2000 n'aurait pas fait. Mais non, je reste sur l'idée que ce qu'il voulait me faire faire se faisait en douce. C'est-à-dire, c'était pas assumé que c'était du marketing. C'était dire du bien de leur jeu, et non seulement de leur jeu, mais des jeux de tous les gens qui passaient de la pub. Donc ça, le deal qu'ils avaient avec les éditeurs, enfin qu'ils essayaient d'avoir, c'était passez-nous de la pub et Marcus se fera non pas un level 1, mais 2 ou 3 ou 4, comme pour les jeux exceptionnels, comme on l'a fait pour Metal Gear et d'autres jeux. Et toi, tu voulais ta liberté. Voilà, et moi, typiquement, il y avait une campagne de presse, de pub pour Erdi Gerdi, qui est un jeu que tout le monde a oublié, sauf moi, parce que ça m'a marqué, et ils voulaient qu'on le traite comme si c'était le nouveau Metal Gear. Or, pour moi, c'était pas possible de faire ça. Donc, encore aujourd'hui, je refuserais. Moi, j'ai pas eu ça. Quand j'étais sur Game One, à aucun moment on m'a demandé de dire du bien d'un jeu. Mais peut-être parce que toi, t'avais fait le travail avant. J'en suis convaincu. Mais en tout cas, quand je suis arrivé, la direction est arrivée. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Du coup, moi, je te pose la question. Juste, ils avaient il n'y a pas que moi, hein, toute la rédaction a claqué la porte et tout le monde est parti. On était journalistes à l'époque. Oui, il y en avait beaucoup, ouais. Donc, on est tous partis et je pense que ça les a traumatisés. Ils ont vu le choc que ça a créé parce que il n'y avait pas beaucoup Internet, mais on a quand même ouvert notre gueule pour expliquer pourquoi on était parti. Donc ça a fait, c'était très mauvais en termes d'image et de bad buzz. Donc je pense qu'après, ils ont eu à cœur justement de ne plus avoir ces méthodes. Et toi, heureusement, tu l'as vécu et tu es arrivé à un moment où ils se méfiaient comme la peste des réactions que pouvaient avoir les journalistes. Même toi, tu venais d'arriver. A priori, peut-être tu étais plus malléable, etc. Mais ils n'ont pas profité de ça. Non. Ils t'ont jamais rien imposé. Ils ont été clean à partir de là. Ils ont essayé d'abord de nous former pour qu'on soit des bons animateurs, ce qui n'était pas gagné. Ouais, voilà, au début. Déjà, il y avait ça à faire, mais justement. Je pense que tu étais fait pour ça. Je t'ai vu chez Jacques Martin. Ouais, mais convaincu. Justement, non, au début, on n'était vraiment pas bon. Faut être franc. Mais moi, je suis content d'être avec toi là maintenant parce que t'es quelqu'un d'important dans ma vie professionnelle, puisque moi, je regardais entre 98 et 2002 Game One avec mon frère. On a séché la fac à cause de ça. Et quand j'arrive à Game One, je fais un casting et je me dis, waouh, je vais croiser Marcus. J'étais pas au courant que t'étais parti. Moi, j'avais pas vu le level 1 en direct. Ah mince. Où tu partais, t'annonçais ton départ. Donc moi, au début, mon frère, il me dit, prends l'appareil photo numérique. Dès que tu croises Marcus, tu fais une photo. J'arrive dans les logos et quand je parle de Marcus, je vois que tout le monde fait un gros blanc et que personne qui a un problème. C'est comme si je parlais de Dark Vador, tu vois. Ouais, c'est Val-de-Mort. Donc je dis, c'est bizarre. Au final, j'arrive sur Game One. Quand tu me vois arriver sur Game One avec Johan, franchement, dis la vérité. Ouais. C'est quoi ton ressenti? T'as la haine? Tu dis c'est qui ces deux abrutis là qui sont nuls? Non, pas du tout. Je vais te dire même, j'ai pitié pour vous. C'est-à-dire, pas toi, mais j'ai souvenir d'avoir vu Johan, je crois, sur un jeu de bagnole où il essayait d'être bon. Parce que que dans les coulisses, on avait dû le briefer en disant écoute, Marcus était mauvais, donc toi, faut que tu montres que t'es fort aux jeux vidéo. Donc il est arrivé en disant bon, je vais vous montrer les jeux de bagnole. C'est pas en coulisses, on nous a pas dit ça. C'est nous qui avons dit bon, bah, c'est vrai que Marcus, on faisait le constat, on disait c'est vrai que t'es nul. Il était pas non, c'est vrai. On se disait il est nul. Et on s'est dit franchement, un peu arrogant. C'est facile de faire mieux. On s'est dit c'est facile de faire mieux, on pourra pas faire pire. Sauf qu'il faut animer en même temps. C'est pas la même. Une fois que la caméra elle tourne et que tu commences, même si t'as fait 17 fois le niveau 1 et que tu dis vas-y je veux le faire, je le connais par cœur. Moi je me souviens il y avait un Legacy of Kain où j'ai cherché l'interrupteur. Il est horrible ce jeu, mais oui je vois tellement. Mais je l'ai cherché pendant 17 minutes sur 26 minutes de level 1. Voilà. Avec la petite goutte de sueur. Et on s'est rendu compte qu'au final on est arrivé arrogant en disant ouais on va être fort parce que Marcus il est nul. Mais en fait nous aussi on était nuls parce que c'est hyper dur de parler et de faire les deux en même temps. Quand j'ai vu ce truc de Johan, vraiment j'avais beaucoup d'empathie pour lui. En plus Johan était un pote d'Alex Nassar. Et puis, tout à fait. Voilà, donc on se connaissait un peu en dehors, tu vois. Mais t'avais pas de haine contre nous? Pas du tout. Non, vraiment, jamais. T'aurais pu avoir de la rancœur ou un truc comme ça? Non, mais non, c'est pas de ta faute. Déjà, tu m'as pas viré, t'as pas pris ma place. Je suis parti, j'ai laissé la place. Ils mettent quelqu'un d'autre à la place, c'est normal. Mais t'as regardé quand même les level 1. Je vous en aurais voulu si je vous avais vu failloter et dire du bien de jeux qui le méritaient pas. Voilà. Non, vraiment, je te dis, je vais pas dire pitié, ce serait méprisant, mais j'avais de la peine pour Johan parce que je voyais très bien ce qu'il faisait. Il essayait d'être fort, il se vantait d'être fort, machin. Il commence et il est pas si fort que ça parce qu'effectivement, il anime en même temps et c'est pas non plus tout à fait son métier d'animer. Donc on découvrait le métier. Nous, et donc d'un coup, il se rend compte que malgré ce qu'il a promis, il est dernier au classement. Donc il se concentre pour remonter au classement et il arrête d'animer. Donc il y a un long silence.
Et le gars est là, et tout à coup, je vois qu'il se dit, oh merde, faut que j'anime. Il réanime et il repère des places. Et c'était sans arrêt C'était ça. pas facile, Allumer ouais. ou jouer. Et Non, moi, mais j'ai trouvé, je nous, on préfère faire des découvrait, vannes que jouer bien. non, mais nous, on découvrait Voilà, ce vous- métier, on Moi, j'ai découvrait mis 4 ans. pour Level One en arriver tant là. qu'animateur, c'était pas facile. Et honnêtement, Johan, c'est vrai qu'au début, lui, il a galéré. Moi, j'ai galéré aussi. Ouais, Et d'ailleurs, c'est pour dur, ça qu'ils hein, nous ont c'est mis très à deux dur. à un moment donné, parce que c'était plus C'est simple plus facile, ouais. et plus fun Ouais. d'être à deux, et on Ouais. se marrait beaucoup plus au final. Et quand on se marrait, bah forcément, le téléspectateur, il se marrait. Et Johan, pour moi, c'est un animateur exceptionnel. C'est quelqu'un qui aurait mérité une carrière à Tout la à fait, Cyril bah, Hanouna, tu vois, avec son propre show sur une chaîne exactement. TNT et tout. Bah, avec Et Gérard, c'est, il voilà. faisait une sorte de morning incroyable. Ouais, exactement. Mais même quand ils ont repris les rênes de Level One avec Nabil et qu'on Ouais. leur a donné une liberté totale, Ouais. je trouve qu'ils ont transformé. Alors, c'était plus Level One comme Alors, toi, exactement. mais ils ont transformé ça en un truc complètement. Ça fou. m'a un peu fait mal au cœur parce que je regardais plus, en fait. Et puis à un moment, j'ai regardé et je crois qu'il y avait, c'est Nabil, non, c'est Yannick qui était parti travailler à Canal+ à un moment. Ouais. Et il est revenu, paix Paix à à son son âme, âme. il est revenu faire un level one avec les deux autres compères. Et donc, ils étaient contents de l'avoir. Et donc, ils ont fait des tas de vannes sur le fait qu'il était à Canal. Alors, la coke à Canal et machin et tout. Et ils se sont pas occupés du tout du jeu. Et ils ont fait des vannes, machin. Et à la fin, tous les trois, ils ont montré leurs fesses. Voilà. Et moi, dans ma tête, je me suis dit... Je voulais voir le jeu, je voulais pas voir leurs fesses, tu vois. Et ça m'a un peu brisé le cœur parce que, Oui, parce que voilà ce que Level c'est One, devenu Level One. c'est ton bébé et au final, tu vois ton bébé grandir sans toi. Voilà, et je vois des fesses à la place du jeu et des gars que je connais pas trop, qui font des private jokes, qui ne regardent que et qui, à mon avis, font parler les spectateurs. Mais c'est parce que je m'étais déconnecté et que j'avais pas suivi, j'avais pas eu plus d'affection que ça pour eux. Après, dans le contexte, et si j'avais suivi, c'était très bien. Et je trouve que c'est très bien, justement, cette période où ils ont pris Level One et ils en ont fait autre chose. Ils auraient juste dû changer le nom, on aurait dû les autoriser à changer le nom et faire le circus show du jeu ou je sais pas quoi. Mais c'était très bien, ils se déguisaient, ils faisaient les cons, il y avait Gérard, enfin voilà. Ils avaient une C'est créativité des gens que j'aime incroyable. bien dans la vraie vie, enfin tu le sais, c'est des gens que j'aime bien. Non, vraiment, et même toi, parce qu'au début, les gens nous opposaient. Les gens prenaient plaisir à venir me dire À du vous, mal de toi. À vous, tu me détestais. Mon Tu Dieu, pensais quoi de ça moi? Je pensais quoi? Ben, on s'est croisés assez vite, tu le dis assez, dans une boîte à striptease. Oui. Accidentellement. Faut rappeler quand même qu'on s'est croisés dans une boîte à striptease pour la première fois. Ouais. Il y a même une photo Mythique. que j'ai gardée C'est chez tout mes rouge. parents et tout ça. J'ai une chemise bleue dégueulasse à rayures. Et on s'est croisés dans cette boîte-là parce que c'était le lancement, en fait, de la GBA, la Game Boy Advance SP, qui avait une campagne de pub, genre, vous pouvez jouer sous la couette. Dans le noir. Donc, on pouvait ils jouer dans avaient le noir. réservé le Pink Platinum à Le slogan, l'époque. c'était Je sais pas si ça Vous existe. jouez où avec le vôtre? Ouais. Sous-entendu, on se tripote. Et on était dans une boîte de striptease. C'est Nintendo qui faisait le lancement dans Ouais. une boîte de striptease. Aujourd'hui, ça n'arriverait jamais. Mais à l'époque, on s'est croisés C'est là. vrai. Et tu m'as franchement accueilli hyper gentiment. Mais oui, parce que après, bah, je vous regardais, puis je trouvais que c'était très bien ce que vous faisiez. Et à chaque fois, je détrompais les gens. Les gens venaient me voir en disant, ah, t'as vu, ils sont nuls, les nouveaux, là, Julien Tello qui t'a pris ta place, le salaud. Et je disais, non, il m'a pas pris ma place, je suis parti de moi-même. Julien ne savait même pas que j'étais parti, apparemment. Et ils font très bien, ils font autre chose que ce que je faisais. Mais non, chacun fait son truc et c'était bien. Donc, pour moi, à partir du moment où vous n'étiez pas compromis, où vous n'étiez pas des vendus, entre guillemets, il n'y avait aucun problème. Ça Vous allait. pouviez faire ce que vous voulez. On était T'es un adoubés. bon animateur. Enfin, On moi, était suis adoubés par admiratif. Marcus. Ouais, non, vraiment, vraiment. Et, Moi, je suis parti de Level One pour aller faire les émissions en plateau après Game ouais, Zone. et tu fais ça très tout bien. ça. Tu sais faire des choses que je ne sais pas faire. C'est Et gentil. inversement, ça marche dans les deux sens. Je sais lancer les jingles. Regardez, hop. Voilà, toi, tu sais. Ok, comme ça, je sais pas. Pas du tout. Non, puis ton humour, enfin, tu sais bien. Je suis Ah, mais j'ai un humour plutôt. Alors, admiratif. moi, au début, j'étais un peu comme toi, gentil et tout. Et là, je me suis beaucoup inspiré de Johan Lefebvre. Ouais. Parce que Johan, il était méchant. Donc, on commençait, quand on a fait les level 1 à 2, on commençait, il me dit, allez, on serre la main, et hop, il enlevait la main. Et je me faisais ridiculiser tout le temps. Il était méchant avec moi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, être gentil, c'est nul, en fait. Et je me suis J'aime dit, bien le méchant catcheur. voilà, je vais faire le méchant catcheur, c'est tellement mieux, en fait. Et là où j'ai pris mon pied, c'est quand on faisait l'émission Marcus versus Julien tous les deux. Parce que toi, t'es tellement gentil. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Marcus, c'est un enfant de 50 ans. Exactement. Mais c'est toujours un enfant dans sa tête. Et quand on fait le Marcus versus Julien, le concept, pour ceux qui connaissent pas, c'était un jeu mystère. Et on s'affrontait dessus. Pendant une journée, on faisait 5, 6 jeux, 7 jeux, je sais Ouais. pas.
Et c'était diffusé quotidiennement sur Game One. Et toi, t'étais toujours gentil. Oui, bien avec sûr. tout le monde. Je venais naïvement pour jouer, moi. Voilà. Et Pas moi, pour j'étais gagner. Moi, j'étais le méchant Pour catcheur et je trouvais tous les moyens possibles pour le la déconcentrer. gagne. Ouais. J'adorais ça. Ça, et voilà, être le méchant catcheur, j'adore. Bah, moi, j'ai gardé des bons souvenirs. Donc, quand tu veux, on remet ça. Il faut qu'on refasse ça depuis le temps qu'on en reparle. On va le faire, là, maintenant. Alors, j'ai une question. Tu voudrais le faire sur YouTube? Bah ouais. Ouais. Bah oui. Pourquoi pas? Ou sur Twitch, on le fait sur Twitch avec le replay sur YouTube. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse. On va essayer de refaire Team Game One déjà pour sauver tout le monde. Et après, je pense que ce serait pas mal d'avoir à droite, à gauche des petits trucs. Au lieu d'appeler ça Marcus versus Julien, moi j'ai une requête. Si on va sur YouTube et Twitch, on va appeler ça Marcus versus Dark Juju le téton. Le téton. Il y a un côté, je sais pas s'il y a un côté catcheur. J'aime bien. Il faut que tu aies un téton apparent à la comment ça s'appelait, Janet Jackson. Ouais, un truc un peu Un comme truc ça. en cuir juste ouvert sur le téton. J'ai une question. Quand tu quittes Game One, est-ce que tu as une traversée du désert? Moi, j'ai pas les dates. Qu'est-ce qui se passe quand tu quittes Game One en 2002? Moi, j'étais sur Game One, j'ai fait la Game Zone, j'ai fait Level 1, mais toi, à ce moment-là, tu fais quoi? Il y a No Life qui existe déjà ou pas? Non, pas du tout. Ça arrivait beaucoup plus tard. C'était dur ou pas? C'était dur, oui et non. C'est-à-dire que j'ai vraiment, je savais pourquoi je partais, mais je savais pas du tout ce que j'allais faire derrière. T'avais pas un plan derrière? Ah non, j'ai pas pris de contact avec qui que ce soit. Je savais que je pouvais pas rester. Si je restais, je trahissais la confiance des spectateurs. Donc pour moi, il n'était pas question. Donc là, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais journaliste. Donc j'avais la convention collective des journalistes. Ça veut dire, tu peux démissionner en faisant jouer ta clause de conscience. Tu n'as même pas argumenté. Tu dis juste la boîte pour laquelle je travaille, le magazine pour lequel je travaille, est repris par quelqu'un. Je ne veux pas travailler avec ces gens. Je fais jouer ma clause de cession et je m'en vais. C'est tout. Ouais. Si demain le Front National rachète Game One et que tu veux pas travailler pour le Front National, même s'il touche à rien, même s'il te laisse faire, t'as le droit de faire ça. Ils ont fait ça récemment chez BFM RMC parce qu'il y a eu un changement de propriétaire. Mais là, tu me dis pas ce que tu avais prévu après. Rien, je n'avais rien prévu. Donc tu as fait quoi pendant combien de temps? Et juste pour te préciser, quand tu es journaliste, quand tu es salarié normal, tu es licencié, tu as droit à 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté. Journaliste, tu as droit à 1 mois de salaire par année d'ancienneté. Et ça faisait déjà 10 ans que j'étais dans le groupe Canal+, depuis 96. Donc t'es parti avec un beau chèque. Avec 10 mois de salaire. Voilà, je suis parti avec un beau chèque. Donc ça voulait dire que et puis j'avais droit au chômage. Donc ça veut dire que je partais avec un bon chèque et que j'avais le chômage pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc j'avais en gros 2 ans devant moi sans trop me stresser sur l'argent pour retrouver un autre travail. Du coup, tu faisais quoi alors? Et j'ai commencé à travailler avec mes potes qui travaillaient à Player One à l'époque et qui s'étaient retrouvés chez Micromania, sur le site Micromania, qui faisait des tests de jeux qui étaient parmi les plus sévères de tous les sites. Parce que comme ils vendaient tous les jeux, ils s'en foutaient. Ils donnaient des notes honnêtes aux jeux. Donc les autres sites avaient tendance, quand ils avaient un peu de pub d'Ubisoft, ils remontaient un peu la note d'Ubisoft. Eux non, ils n'avaient pas besoin de la pub d'Ubisoft. Donc ils mettaient des sales notes quand ils voulaient, et puis ils écrivaient comme ils voulaient. Donc c'était très drôle. C'était de très bons journalistes. Et donc tu as trouvé ça très rapidement? Ouais, ils m'ont proposé. Ils m'ont dit tu veux pas venir avec nous? Et donc j'ai commencé à faire des piges. Moi, je viens de la presse écrite, donc c'est mon travail de base, c'est d'écrire des thèses, de mettre une note, etc. Je viens de Tilt, Console+, Micronews, PC Player et tout. Donc j'ai retrouvé mon ancien métier, ce qui était cool. Et c'était sympa, c'était pas des grosses piges, mais j'avais le chômage, si tu veux, et quand je faisais des piges, c'était déduit du chômage. D'accord. Le chômage complétait mon salaire. Donc tu continuais un peu à travailler. En gros, j'ai gardé le même salaire une fois parti de Game One, parce que j'avais quelques piges, on va dire la moitié je sais plus combien je gagnais, mais admettons que je gagnais 3 000 euros à l'époque. C'était en francs. C'était en francs, c'est vrai que c'était en francs. C'était en francs. Bon, admettons que je gagnais 3 000 francs, j'avais 1 500 francs payés par le chômage, et les 1 500 euros, c'était Micromania. Voilà. Et après, tu as eu l'aventure No Life. Et avec Alex Pilote. Et avant surtout, c'est que ça se passait très bien avec Micromania, et Grégory Tison, qui était responsable du marketing, m'a dit il y a la GameCube qui sort, est-ce que tu voudrais pas faire une vidéo de présentation de la GameCube qu'on mettrait dans les magasins et tout ça? J'ai dit ouais, super, j'ai envie de la voir et tout. Donc on a fait ça, vidéo de présentation de la GameCube qui était diffusée dans tous les magasins Micromania en France, et la présentation des jeux aussi. Et ça leur a beaucoup plu à Micromania, tout le monde était très content, les gens allaient dans les magasins. Encore une fois, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc tu voulais voir des images de jeux qui bougeaient, il y avait Game One et les magasins Micromania. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Donc il m'a demandé ça, et on l'a fait, et ça a plu à tout le monde. Et il m'a dit, écoute, ce serait bien que tous les mois, tu choisisses tes 3 jeux préférés, 3-4 jeux préférés, et tu fais une vidéo de présentation qu'on diffuse dans tous les Micromania,
À l'époque, le samedi, les vendeurs faisaient une démonstration live ils faisaient du level 1, en fait, dans les magasins Micromania. Mais peut-être que le vendeur de Marseille, il avait la tchatche, il était cool, et celui de Montreuil, ou Mulhouse, j'en sais rien, était un peu éteint, et c'était pas pareil. On l'embrasse. Je suis de Montreuil. Et donc, l'idée, c'était de se dire, avec Marcus qui fait un level 1, en plus, j'étais plus à l'antenne, donc c'était une façon de me retrouver. Les gamers me connaissaient, ils étaient contents de me retrouver. Et ils avaient la même qualité de test dans tous les Micromania en France. Voilà. C'est pour uniformiser un petit peu et faire un peu le buzz avant l'heure. Et donc, à partir de là, j'ai eu un contrat avec Micromania vraiment en or, où tous les mois, je choisissais mes jeux préférés. J'étais très très bien payé. J'avais pas besoin de faire autre chose, en fait. J'ai pas besoin d'être à la télé. Micromania, ça me plaisait bien. Ils me laissaient vraiment faire ce que je voulais. C'est vraiment moi qui choisissais les jeux. À aucun moment, ils m'ont dit je fais ça et dis du bien de ça. Et c'était très paradoxal parce que dans un premier temps, j'ai quitté Game One pour pas être forcé de dire du bien de jeux par un organe de presse. Et je suis allé travailler pour Micromania où forcément, on pouvait me soupçonner d'être payé pour faire de la pub au jeu. Bah oui. Donc ça paraissait contradictoire. Mais dans les faits, j'étais totalement libre chez Micromania et je n'aurais pas été libre si j'étais resté chez Game One. Alors justement, Game One, on a vécu ensemble en coulisses, c'est des images que personne ne verra, mais on a connu l'annonce, comme quoi Oui. on allait s'arrêter malheureusement. Ouais. Et moi, je t'ai vu plutôt serein. Alors moi, j'étais plutôt catastrophé, j'ai beaucoup pleuré. Ouais. Et toi, je t'ai vu... Non, je t'ai vu serein. Solide. T'es venu me voir et tu m'as dit, t'inquiète, mon petit gars, on va trouver une solution. Et j'ai l'impression que t'étais pas trop inquiet finalement. Tu te disais, peut-être c'est parce que t'as vu que quand c'est arrivé la première fois, t'as quitté Game One et t'as eu plein de choses derrière, c'est pour ça? Alors, un, je suis optimiste et deux, je suis chanceux. Les deux vont un peu ensemble. C'est-à-dire que plus d'une fois, j'ai fait la fermeture de Tilt, j'ai fait la fermeture de No Life. Ah, c'est toi qui portes la poisse. C'est moi qui porte la poisse. Non, mais vraiment, c'est toi qui porte la poisse. Au bout d'un moment, je vais finir par le croire. Mais quand tu es dans ce métier depuis longtemps, tu te fais des amis partout. Moi, je suis assez sociable, tu sais bien. Donc, oui. Partout où je vais, je me fais des potes. Et ces potes-là, je les retrouve 10 ans plus tard à un autre endroit. Puis ils me disent, viens travailler avec moi, etc. Donc, à titre personnel, je suis pas très inquiet de l'arrêt de Game One, dans le sens où je pense continuer à faire ça, y compris tout seul sur Internet s'il le faut. Mais je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai travaillé il y a longtemps qui me diront, tiens, nous, on monte ça. Il y aura des opportunités. Oui, je pense. C'est pour ça que t'es pas inquiet. Voilà. La première fois que je suis parti de Game One, je savais vraiment pas ce que j'allais faire et je me suis trouvé avec ce truc en or chez Micromania. Après la création de No Life aussi, qui était très sympa. C'était pas payé. Moi, tu disais tout à l'heure, je suis un peu bénévole des fois. No Life, les 2 premières années, j'étais pas payé du tout. Je leur ai dit, je suis bien payé chez Micromania. J'ai envie de refaire un peu Level 1 en faisant chez Marcus. Vous me paierez quand vous aurez des sous. Et pendant 2 ans, ils en avaient pas. Et dès qu'ils en ont eu un peu, ils m'en ont donné un peu. Mais comme j'étais bien payé... Et après, ils avaient plus d'argent. Après, ils avaient parce plus d'argent. Parce qu'ils t'en ont donné trop. Non, je déconne. Alors, pas trop, mais tu sais que vraiment, à un moment, Ankama a donné des sous à No Life et ils sont venus me voir en me disant, on ne payait pas beaucoup, mais comme on a un peu plus de sous avec Ankama, on va t'augmenter. Jamais aucun patron ne fait ça. Et donc, ils m'ont vraiment augmenté. Après, Ankama a laissé No Life et c'est moi qui suis retourné voir en disant, arrêtez de me payez plutôt un cadreur, un ingénieur du son, etc., qui a un loyer à payer et pour qui c'est, voilà. Donc je peux être assez désintéressé dans ce que je fais si le travail que je fais me plaît vraiment et que j'ai les moyens de ce que je peux me permettre de travailler gratuitement, je le fais. Mais il y a des moments où j'ai besoin de sous et c'est normal, voilà. Donc t'as dit que t'étais sociable, c'est vrai que en général quand les gens parlent de toi, tout le monde dit il est gentil Marcus. Ouais, c'est ça. Alors, on dit soit il est gentil, soit c'est un enfant de 55 ans. Alors, exactement, et je vais te dire une phrase incroyable. Quand j'étais au lycée, on avait conseil de classe et on avait des parents d'élèves qui notaient ce que les profs disaient des élèves. Et moi, en face de Marc Lacombe, il y avait écrit « irresponsable mais gentil ». Ah ouais? Et ça résume toute résume ma vie. tout. Ça résume toute ma vie. Mais vraiment. Ça résume tout. Mais, gentil, mais du coup, est-ce que tu as été méchant ou un connard déjà avec quelqu'un? Méchant avec quelqu'un, non, je crois jamais. T'as jamais été méchant. T'es jamais méchant. Je cherche. T'as déjà écrasé des fourmis? Ouais, mis le feu à des fourmis. Noyé, c'était rigolo. Non, même pas trop avec des animaux à part les fourmis. Je crois pas avoir jamais été méchant. Jamais t'as été méchant? Je peux m'énerver. Mais quand est-ce que tu t'es énervé? Moi, je t'ai jamais vu t'énerver. Alors, il y a... Le cas de figure principal, c'est quand j'explique les règles d'un jeu de société et que les gens n'écoutent pas. Ah oui, parce que t'adores les jeux de société. Ça m'énerve, ouais, voilà. Et voilà. Et je me suis donné du mal pour jouer tout seul
même si c'est un jeu à 6, tu vois, je vais poser 6 jetons et je vais faire les 6 joueurs tour à tour pour apprendre les règles, pour qu'une fois que la soirée commence, je sois pas là à regarder les règles, on joue. Donc moi, je fais l'effort en amont d'une soirée de jeu de société de lire les règles et de faire un tour pour rien tout seul, même s'il y a 6 joueurs, et c'est pas facile des fois. Donc quand j'arrive et que j'explique en 10 minutes les règles, alors qu'il m'a fallu moi 2 heures pour les défricher, j'ai envie que les gens ils écoutent. Et je déteste les gens qui écoutent pas, qui papotent, gna gna gna, puis ils disent « Oh non, mais on joue, c'est long les règles. » Mais ta gueule, écoute, il y en a pour 5 minutes, c'est pas compliqué. Puis après, ils disent « Mais je comprends pas. » Bah oui, fallait écouter, connasse. Donc, c'est le seul moment où je m'énerve. Sinon, tu t'énerves pas la plupart du temps. Te diront. Je m'énerve vraiment jamais, faut vraiment... alors si on touche à mes proches, à ma femme ou à mon fils, lui là, j'ai une souvenir d'à New York une fois, on était avec ma femme et on voulait acheter des tickets de métro. Il y a une espèce de clodo qui venait, qui emmerdait les gens, et quand il s'est approché de ma femme, je crois que je suis devenu un peu fou. Donc là, j'ai dû être très méchant avec ce monsieur. C'est vrai, je t'imagine pas méchant, c'est bizarre. Hein. Get back! Ah non, je te hurlant. Bah, même dans Retro Game One, tu fais semblant d'être méchant, ça marche pas. Je te jure, il y a des fois, t'as des rôles où tu fais semblant d'être méchant, mais ça marche pas. Alors, je suis à bonne école avec toi, et je suis très fier de moi, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une blague que t'aurais faite. J'ai mon ami Dindin, que je salue au passage, qui m'envoie un gentil SMS en disant « Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse. Alors, je te souhaite une bonne journée, mon Marcus. » Et j'ai répondu « Va te faire foutre. » C'est le genre de truc que j'aurais pu faire. Exactement. Et quand je te l'ai raconté, tu m'as dit, t'as répondu, va te faire foutre. Et j'ai dit, mais mot pour mot. Et j'étais tellement content d'être en voie de téloquisation. Voilà. Ça, c'est un humour que je sais pas manier d'habitude. Et là, le fait d'avoir sorti une vanne que t'aurais sorti, j'étais fier, je te jure, c'est vraiment. On appelle ça faire une télouk. Trop bien. J'aime bien. Et c'est encore plus drôle quand ça vient de moi qui suis un bisounours. Donc, Dindin, il a vu le truc, il était halluciné, quoi. J'ai une question par rapport aux jeux vidéo. T'as forcément vécu toute l'histoire du jeu vidéo. Ouais. Moi, j'ai vécu une partie de l'histoire en tant que journaliste à Game One. Mais toi, t'as commencé avant. Quel regard tu portes sur ce monde incroyable du jeu vidéo? C'est quoi pour toi? Est-ce que c'était mieux avant ou au final, c'est mieux maintenant, finalement? Alors déjà, j'ai la chance d'être né pile quand il fallait. Je suis né en 66. Et les premiers jeux vidéo, Pong, c'est arrivé en 77. Donc j'ai une dizaine d'années. C'est pas 72, Pong? Non, en France. Alors peut-être des rares privilégiés, mais ouais, non, en gros, la grosse vague premiers jeux vidéo, 76, 77, avec les premiers Pong, où il y a un seul jeu, avec un petit curseur pour changer quelques petits trucs. Simple, mais efficace. Il n'y a pas de cartouche. Ouais. Mais déjà, tu le mets sur la télé et en famille, tu peux te lancer des défis, essayer de marquer des points, etc. Donc c'est un jeu de société interactif et surtout on interagit avec la télé alors qu'on était toujours passif devant la télé. Tout à fait. Donc ce simple fait d'interagir avec la télé, pour ma génération, c'est quelque chose de fascinant. Donc j'assiste à ça et je suis en âge de comprendre pourquoi c'est fascinant, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est excitant. Et puis évidemment je suis un enfant, donc c'est un jouet, donc ça me parle tout de suite, quoi. Et après, bah voilà, je suis allé en Allemagne, j'avais mon correspondant allemand qui avait une console, c'était pas l'Atari 2600, c'était une Interton VC 4000. Je connais même pas. C'était une de mes premières consoles. Et on peut changer de cartouche. Et là, il y a des courses de voitures, il y a des Space Invaders, etc. Il y a un catalogue avec les 100 cartouches disponibles dès le début. Et là, tu me racontes tout. Tu me racontes du début. Et voilà, on va arriver jusqu'à la PS5. Tout ça pour te dire que... C'est quoi le regard que tu portes sur les jeux vidéo de manière générale? Est-ce que c'était mieux avant ou au final c'est mieux maintenant? Moi, je suis fasciné par le progrès qu'il y a eu depuis ces trucs en noir et blanc ou en 8 couleurs avec 2 bips jusqu'à la réalité virtuelle aujourd'hui où tu peux littéralement plonger dans l'univers que t'aimes, que ce soit Star Wars ou autre. Il y a vraiment un côté technologique qui est incroyable et qui, au-delà de la technologie pure, qui te permet de vivre des choses de manière incroyable. On est passé de tennisman qui était juste de trucs carrés à on reconnaît Federer ou je ne sais qui. Visuellement, on a l'impression de regarder un match Roland Garros à la télé, quoi. Donc je suis fasciné par l'évolution technologique et ce que ça apporte en termes de vécu de joueurs. Je trouve qu'on arrive vraiment à une immersion incroyable. On n'est pas encore au bout, mais on n'est pas loin. Donc je trouve ça fabuleux. Je dis pas que c'était mieux avant parce que aujourd'hui on a Uncharted, God of War, Last of Us et on peut aussi jouer à Pong. On peut ressortir un Space Invader, un bon vieux Puyo. Avec mon fils de 8 ans, on jouait à Bomberman, tu vois, en vue du dessus, etc. Et aujourd'hui on a accès à tout. Alors que nous, à l'époque de Bomberman, on n'avait pas limité. Encore Last of Us et le reste. Donc, objectivement, on peut pas dire que c'était mieux avant.
Dans le sens où aujourd'hui, on a le droit de jouer avec les trucs d'avant et évidemment, on s'en prive Mais pas. pour toi, c'est quoi l'avenir? C'est toujours la réalité virtuelle? Tu en parlais dans les émissions sur Game One en disant c'est l'avenir, c'est l'avenir. Au final, c'est pas l'avenir. Tu remarqueras que en 10 ans, ça s'est pas démocratisé de fou. Mais moi, en 95, je te disais déjà que la réalité virtuelle, c'était l'avenir. Bah oui, tu radotes. J'étais à Londres, à Piccadilly Circus, il y a les premiers casques de VR qui pesaient genre 8 kilos. Tu pouvais te briser la nuque. C'était dans les salles d'arcade et c'était des trucs en 3D, mais il n'y avait pas de texture, c'était des aplats de couleurs, etc. Des batailles de robots géants, mais tu avais la sensation d'être dans Goldorak ou dans un Transformers et de friter les autres. Ça se jouait en ligne avec d'autres. Donc, à partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est le futur du jeu vidéo. Pour moi, le jeu vidéo, aujourd'hui encore, c'est une fenêtre et tu regardes ce qui se passe dans cette fenêtre. La VR, tu passes la tête dans la fenêtre et tu vas où tu veux là-dedans. Et ça, c'est le Graal du gamer, évidemment. Le problème, c'est que ces casques, ils sont encore lourds, ils sont inconfortables, il y a de la chaleur, il y a de la buée sur les lunettes, gna gna gna. Ils sont de plus en plus petits chiant, maintenant. Voilà. Alors, t'as les MetaQuest et tout, ils sont ça tout petits. finira, et j'ai pas trop à dire, mais ça finira comme dans Matrix, où il y aura pas de casque, pas de lunettes, pas de trucs. On enverra directement à ton cerveau l'image, le son, l'odeur, les sensations. T'es sûr de ça? Oui, tout existe déjà séparément. Les sensations de chaud et de froid, etc. Tout ça est déjà dans les tuyaux. Chaque technologie est déjà testée séparément. Il suffit juste de c'est pas compliqué, mais de les rassembler toutes pour obtenir le jeu vidéo ultime, ce que tu vois dans Ready Player One ou ce genre de truc, ou dans Matrix. Et là, un gamer ne peut pas résister à ça. Moi, demain, tu me dis, tu vas aller te balader dans l'univers Star Wars. On l'a fait tous les deux, souviens-toi. Oui, c'est vrai, à Los Angeles. Dans The Void, avec des PC dans des sacs à dos, des casques de réalité virtuelle, des flingues en plastique, et tout à coup, on était transportés dans un autre univers. On se voyait l'un l'autre en Stormtrooper. Ouais. Pouvait se faire C'était une sorte d'escape game en réalité virtuelle, c'est-à-dire on se baladait de pièce en pièce, mais nous, ce qu'on voyait dans l'écran, enfin dans le casque, c'était un univers de Star Wars. On était dans un vaisseau et il fallait attaquer l'Empire. Et pas un joystick. On marchait dans une pièce et dans l'autre. Et quand on arrivait on avait des armes. Et quand on arrivait sur Mustafar, qui est une planète de lave, on était sur une petite passerelle à 300 mètres de hauteur avec la lave en haut. Et on avait peur de tomber. On avait peur de tomber, on avait le vertige. Et on sentait la chaleur, c'est vrai. Parce qu'ils mettaient des radiateurs tout autour. Ça, c'est ma plus belle expérience en réalité virtuelle. On est d'accord, on est sorti de là. Moi, je t'ai dit, tu m'as dit, c'est un peu cher pour 20 minutes. Et je t'ai dit, oui, mais c'est les plus belles 20 minutes de toute ma vie. Ouais, j'ai pensé à ta femme. Et tu m'as dit, voilà, et ton mariage, et ton fils, bien sûr. Voilà, donc, t'as reconnu toi-même, t'as dit, si c'est ça la réalité virtuelle, alors oui, c'est le futur. Et je pense que ce sera mieux que ça, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de joystick ou quoi que ce soit, je te dis. On enverra directement les informations à ton cerveau, à tes oreilles, à tes yeux, et tu enverras toi directement les informations. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut dessiner par la pensée, il y a déjà des expériences comme ça, où tu regardes une feuille et tu dessines juste en regardant et en pensant à « je veux tel crayon, je veux telle couleur », et voilà. Donc, les technologies existent déjà, il faut juste les combiner pour obtenir le jeu vidéo ultime, et je pense que ce sera ça l'avenir. J'espère mourir avant que ça tourne mal, en mode Matrix où vraiment on sera des larves dans des cocons et on n'aura plus du tout de trucs du monde extérieur. Mais il y a une phase où ça va être vraiment génial avant ça. Si tu devais citer un jeu, le meilleur jeu de tous les temps pour toi, c'est quoi ? C'est Mario Kart, toujours Mario Kart depuis 91 je crois. Ma première soirée sur Super Nintendo, c'est le truc qui réunit toute la famille. Tu peux jouer avec des enfants, avec des vieux, avec des gens qui jouent depuis 1000 ans et d'autres qui viennent. C'est le jeu auquel tu as joué le plus dans ta vie au final. La saga, on va dire, la saga. Ouais, vraiment. Après, j'adore les grandes aventures comme Uncharted, Last of Us, Mass Effect, qui est vraiment top. Voilà. Mais celui auquel tu as le plus joué dans ta vie, c'est Mario Kart. Et ouais. Du coup, le meilleur épisode, c'est le dernier ? Mario Kart World sur Switch 2 ? L'avant-dernier, je dirais. Parce que l'avant-dernier... T'en as bouffé l'avant-dernier, hein, parce que je t'explique, entre la Wii U et la Switch, t'en as bouffé des années. C'est vrai. Mais le mérite qu'il avait, c'était d'être un best-of de tous les épisodes précédents. Donc ça veut dire qu'il y avait des épisodes de la Game Boy Advance, de la Super Nintendo, de la Nintendo 64. Vraiment, tu retrouvais... À la fin, il y avait tous les circuits qui n'ont jamais existé dans Mario Kart. Là, le nouveau, c'est encore des nouveaux circuits, encore de nouveaux trucs, mais on ne retrouve pas les anciens. C'est le coup du c'était mieux avant, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire que ce Mario Kart-là, à un moment donné, résume tout ce qui a été fait avant et l'améliore, en plus, visuellement, par rapport à... Si tu ressors le premier sur Super Nintendo, il pique quand même un peu les yeux. Mais tu avais la même map, beaucoup plus jolie, mais toujours aussi jouable, quoi. Donc voilà, je dirais ce Mario Kart sur Switch, la première, à mon avis, le meilleur Mario Kart de tous les temps.
Sur les dernières années, sur Game One, tu as fait Level One, tu as fait Retro Game One. Et dernièrement, on avait une émission ensemble qui s'appelait Team Game One, qu'on a créée en 2014 et qui a duré jusqu'à 2025. Quand tu commences Team Game One, est-ce que tu te dis, ça va déjà, est-ce que tu comprends le concept quand je te l'explique? Non, t'as été assez clair. Non, au contraire, c'était vachement bien l'idée d'une bande. Moi, malheureusement, je travaillais un peu tout seul sur Level One. T'es tout seul dans ton petit studio. Alors au début, heureusement, Pierre, le réalisateur, et Cédric, l'ingénieur du son, on était dans la même pièce. Ouais. Il y avait ce côté chaleureux et humain. Et après, on a eu des studios plus grands où ils étaient en régie et j'étais vraiment tout seul dans le studio. Et au début, ça m'a perturbé parce que moi, j'étais quelqu'un de timide et le fait d'avoir 2 copains dans la pièce me faisait oublier la caméra. J'essayais de les faire rigoler eux et j'oubliais qu'il y avait une caméra et des millions de gens derrière. Donc ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'étais pas du tout animateur télé au début. Je pensais écrire dans mon coin, dans l'ombre, mais jamais me mettre devant une caméra. Donc ça m'a aidé au début. Et quand j'ai été privé de ça, j'ai trouvé ça un peu... c'est froid, un studio où t'es tout seul sur ton fond vert. Et encore aujourd'hui, tu vois bien, hein. Donc, de temps en temps, tu me rends visite, ça me fait toujours plaisir. Ouais. Quand je commence un level 1, puis t'arrives, t'es en train de te faire démaquiller, t'arrives avec ta bouteille. Bon, alors, c'est quoi ce jeu de merde encore? Et, voilà. Et tu vois, ces petits moments, c'est convivial et c'est super, quoi. Et ça montre bien l'ambiance qu'il y a à Game One. Et Team Game One, alors quand j'arrive et je t'explique le concept, tu te dis, viens, on va faire une émission ensemble. Ah bah super, parce que ce côté bande qu'on a en fait naturellement, parce que dans les coulisses on se voit, on s'aime bien et on fait des trucs ensemble, le reproduire à l'écran c'est vraiment bien. Et tu pensais que ça allait durer 11 ans? J'ai jamais réfléchi à la durée des choses en fait. Pour moi, je sais pas pourquoi, mais la télé par nature c'est un peu éphémère, il y a peu d'émissions qui durent longtemps en fait. J'étais dans la presse écrite, et j'étais à Player One en fait à l'époque, PC Player, et j'étais très bien là-bas. J'étais avec des potes, ça se passait bien. Et c'est là qu'on m'a proposé de venir travailler à Canal+ sur Cyberflash. Et j'ai hésité parce que je me dis Cyberflash ça existe depuis 1 an, ça va peut-être durer 1 an ou 2, alors qu'un magazine ça dure 10 ans, 20 ans. Enfin moi c'est ce que j'avais connu quoi. À l'époque. Donc j'ai hésité, à l'époque, bien sûr ça a changé aussi. Mais voilà, j'ai hésité à aller à la télé parce que ça me paraissait éphémère. Et ce qui m'a convaincu, c'est qu'on m'a dit, il y a Cyberflash, mais Canal+ réfléchit à la création d'une chaîne de jeux vidéo. Et là, l'idée d'une chaîne, ça voulait dire qu'il pouvait y avoir plusieurs programmes et que si l'un s'arrêtait, on pouvait basculer sur autre chose. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Donc pour moi, quand je fais Level 1, je suis super content de le faire et ça dure ce que ça dure. Et puis quand je fais Retro Game One, c'est une nouvelle émission. Après, quand je reprends Level 1, très bien. Et quand tu me dis, faisons Team Game One et tu seras plus tout seul, tu auras plein d'amis et des gens bien, tout de suite j'ai envie. Alors justement, Level 1, tu as fait ton dernier Level 1 à l'heure où on parle la semaine dernière. Ouais. Tu as ressenti quoi? Énormément de tristesse. J'ai réussi à pas chialer, ce qui est franchement qui était un exploit. Pierre Boulet, notre réalisateur, il a pleuré. Il a pleuré, je sais qu'il a pleuré, mais j'étais pas loin. En fait, ce qui m'a empêché de pleurer, c'est très bête, c'est le décompte dans l'oreillette. J'avais Fred dans l'oreillette, notre script, il me fait un bisou au passage, qui me disait 1 minute, 30 secondes, et du coup, ça me force à me dire, ok, je peux faire une phrase d'1 minute, je peux finir ma phrase, j'ai 30 secondes pour finir ma phrase, et en fait, ça m'a déconnecté de l'émotion, j'ai été très professionnel sur le décompte. Voilà. Et après, quand tu rentres chez toi? Alors ça a été plus... Tu sais, j'avais dans la tête la chanson d'Eddie Mitchell, bien sûr. Il ne rentre pas ce soir. Et franchement, c'était un peu difficile. Et pour être tout à fait juste, j'ai pleuré un peu avant. Alex Pilote est venu filmer un peu les coulisses de l'émission. Et juste avant le direct de Team Game One, j'ai fait un petit texto pour dire, un petit SMS pour dire, un petit tweet, pardon. Voilà. Pour dire c'est mon dernier level 1 aujourd'hui. Et Alex m'a vu en train de faire ça. Il a filmé ça. Il a dit tu fais quoi? Et j'ai dit j'écris mon dernier tweet pour dire que c'est mon dernier level 1. Il me dit tu peux me le lire? Et en le lisant, j'avais les larmes qui venaient aux yeux vraiment quoi. En disant voilà, ça s'arrête après 30 ans quoi. C'est un peu difficile. Donc ça a été à peu près. Je suis très content d'avoir fini de mon côté la semaine dernière et qu'on est encore là, demain en fait, au jour où on tourne, la dernière émission tous ensemble. Parce que je crois que j'aurais vraiment pas tenu qu'on fasse Team Game One tous ensemble et que je me retrouve tout seul dans le studio sur mon fond vert à dire au revoir aux gens. Là, j'ai rien que d'y penser, j'en ai... Non, c'est pour ça qu'on a
Sur la dernière semaine, on a remplacé la case Level 1 par un Retro Game One Cross Team Game One. Voilà, qui va être très On n'a pas encore rigolo tourné, à je faire. sais pas si ça va être bien, Ouais. je te cache pas. On va voir. À l'heure où on parle, on l'a pas tourné, mais Non. vous Mais verrez c'est la Mathias qui vidéo. a écrit, on lui fait confiance. On lui fait confiance. Donc ça va aller. Team Game One, ça a duré 11 ans, Mm. 2014-2025. Il y en a, ils disent, il y a une génération Club Dorothée. Club Dorothée, ça a duré 10 ans. Ouais, ah ouais. On a 10 duré ans, un an ok, de plus aussi. que, Ouais, pas mal. que Team Pas Game mal. One. Pour toi, est-ce qu'il y a une génération Team Game One? Alors clairement, Team Game One, je mettrais les deux ensemble. Il y a vraiment des gens, peut-être plus Game One que Team Game One, dans le sens où il y a eu 10 ans où il n'y avait pas Internet et on a été les seules sources d'infos sur le jeu vidéo pour toute une génération. Pour ceux-là, je pense que c'est encore plus fort que pour les autres qui sont venus un peu plus tard, notamment sur Team Game One, parce que à partir de Team Game One, je crois que YouTube est arrivé en France en 2007. Entre 98, début de Game One, et 2007, il n'y a que Game One si tu veux voir du jeu vidéo. Donc tous les gamers qui ont la chance d'avoir CanalSat, ou un copain qui a CanalSat, parce qu'ils vont tous chez des potes, ça je l'entends sans arrêt, j'allais chez mon grand-père, j'allais chez un pote, machin, ce qui réunissait les gens autour de la télé en plus, c'est quand même génial. Ça crée des souvenirs et du lien vraiment. Donc toute cette génération-là, eux, vraiment là, c'est la génération Game One, j'ai envie de te dire. Celle qui arrive derrière avec Team Game One, aussi, mais un petit peu moins parce qu'ils ont le choix. Ils ont Internet, ils ont le joueur du grenier, ils ont Pokémon, ils ont Squeezie, ils ont plein d'autres choses en parallèle. Et nous, on n'est que un de ces trucs. Mais la phase juste avant, il y a que nous. Et c'est très fort pour eux. Et je suis allé en Algérie, par exemple, je suis allé au Maroc. Et là, c'est encore plus fort dans ces pays-là parce qu'ils n'avaient même pas les magazines papier. Et ils avaient, heureusement, des décodeurs pirates pour voir CanalSat. Et ils avaient Game One qui parlait de jeux vidéo dans leur salon. Et ils voyaient des images de la Nintendo 64 et de Zelda Ocarina of Time avec un gros gars qui jouait mal, et c'était moi. Mais dans leur salon, ils avaient la Nintendo 64 à l'écran, alors qu'ils n'arrivaient même pas à la voir, ils pouvaient même pas l'acheter parce que c'était pas importé ou ça coûtait très cher. Donc, pour cette génération-là et dans d'autres pays que la France, c'est vraiment un truc primordial, quoi. Je l'ai ressenti quand je suis allé notamment à la Comic-Con à Alger, quoi. Ouais, peut-être Marcus, président de l'Algérie. Dans quelques temps. Peut-être, mais tu peux te présenter. Quand tu les écoutes, oui, je peux me présenter. Moi, il y a un truc que je trouve inadmissible. Peut-être tu vas être d'accord avec moi. Et franchement, je suis hyper vénère par rapport à ça. C'est qu'on a créé l'émission Team Game One en 2014. Bon, l'émission s'est arrêtée avec l'arrêt de la chaîne en 2025. Enfin, l'arrêt de la chaîne, ça sera le 31 décembre 2025. Et on n'a pas eu la sortie de GTA 6. On a fait 11 ans d'émission. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Oui, c'est vrai. Alors qu'il a été annoncé. Je sais pas s'il n'a pas été annoncé. Il fallait durer un an de plus seulement. Bah oui, ça c'est dommage. Bah, on va revenir. On le fera sur Internet. On arrive à la fin de ce podcast. Du coup, je te pose la question. Pourquoi tu t'es appelé Marcus? Tu t'appelles Marc Lacombe. C'est vrai, quelle idée. Pourquoi tu t'es appelé Marcus? À l'époque, sur Game One, il y avait Alex Nassar, Bertrand Jouvray, ils avaient tous un nom et un prénom. Alors, pourquoi tu t'es appelé Marcus? Ça, c'est la deuxième vague. Il y avait Tues avant. Oui, c'est vrai, ouais. Tues qui s'appelle Mathieu Lemonnier, ouais, et qui faisait une émission sur le net, qui parlait d'Internet. Ça aussi, c'était précurseur. Je lui ai envoyé mes sites, je voulais qu'il en parle. Une fois, il a parlé de mon site et tout ça. Je faisais des sites Internet. Mathieu, maintenant, nous fait des habillages et tout ça. Donc, Mathieu avait déjà une émission avant que moi, j'apparaisse à l'antenne, en fait. Et c'est Jeff, le directeur de production, qui était venu me voir en me disant, pour Level 1, tu veux qu'on mette quoi Alors déjà, c'est Tues qui m'a surnommé Marcus. Avant Tues et avant Game One, personne ne m'appelait Marcus. Ah ouais? Mais à cause de Tues, je sais pas pourquoi, il m'appelait Marcus. C'est venu de lui, hein. C'est lui qui m'a trouvé. C'est pas en référence à des royalties. Parce qu'après, il y a eu Marcus Persson qui a créé Minecraft. Après, il y a eu Marcus Phoenix dans Gears of War. Ah ouais, non, c'est bien avant. Non, ça n'a rien à voir. Il y a un acteur de porno qui s'appelle Marcus. On va éviter ici. Voilà, on va éviter, mais merci. Voilà. Mais googlez, vous n'allez pas être non, googlez pas. C'est un gros blague. Donc rien à voir avec une personnalité. Il t'a appelé Marcus, tu dis je vais garder ça. Ouais, non, c'est pas je voulais garder, mais c'était comme ça qu'on s'appelait. Lui, je l'appelais Tues et pas Mathieu, voilà. Et donc on s'appelait comme ça. Et donc Jeff me dit, est-ce que tu veux qu'on mette Marc Lacombe ou Marcus? Et je dis Tues, il a mis quoi? Il dit il a mis Tues. Je dis même Marcus alors. Voilà. D'accord, ça s'est décidé comme ça. Comme ça, bêtement. Il n'y a eu aucun calcul. J'utilisais même pas Marcus comme pseudo sur les jeux en ligne ou quoi que ce soit. C'est vraiment venu de ce surnom que m'a donné Tues. Donc là, je te remercie, Tues, merci. Je te dois peut-être de l'argent après toutes ces années, en fait. Non, lui, vas-y, donne-lui. Bah oui, j'ai fait fructifier ce nom, quand même. Pour info, Tues, c'est lui qui nous a fait le générique de Team Game One et plein de génériques sur la chaîne. La dernière question, c'est la toute dernière, et on va se quitter après ça. À l'heure où je te parle, là, maintenant, c'est quoi ton rêve?
Mon rêve, euh, franchement, je gagne au loto demain, je rachète Game One à Paramount. Et on recommence tout là, et on y retourne Sérieux tous. Vraiment, ouais, je Ça te pense. ferait plaisir de relancer Level 1? Bah, si je suis bourré de pognon, plutôt que faire n'importe quoi avec, Tu me alors payeras j'en bien, donnerai- j'espère. Hein. je te paierai le double. Je sais pas comment. Non, mais vraiment, ça serait un rêve. C'est ça ton rêve? Bah, écoute, on s'est marré quand même pendant ces 10 ans, C'est et clair. les 20 qui ont précédé. Je pense qu'on est vraiment devenu une famille, et c'est pas. On dit souvent ça, et c'est pas vrai, mais Non, nous, non, c'est vrai. vrai. Les gens, C'est je vrai. peux le dire. Marcus, il était à mon mariage. Oui, voilà. C'est vrai. Toi, alors, on se connaissait pas à l'époque du mien, mais voilà, c'était vraiment, c'est quelque chose qui s'est créé des deux côtés de la caméra, c'est-à-dire que en interne à Game One, on a plaisir à se retrouver tous les mercredis tous ensemble, avec les techniciens, les intermittents, les animateurs, tout le monde, et on n'a pas trop envie que ça s'arrête. Donc, et puis je pense aussi qu'avec les années, Game One s'est tourné de plus en plus vers les animés, de moins en moins vers le jeu vidéo. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire de refaire une vraie chaîne de jeux vidéo, 100% jeux vidéo, où il n'y aurait pas d'animés et de trucs comme ça. Ou alors 100% pop culture, et là on peut intégrer effectivement plein de choses. Je pense que ça manque. Maintenant, tout est sur Internet, et c'est peut-être un peu utopique de se dire les gens aimeraient retrouver ça à la télé, mais je pense qu'il y a quand même... Les youtubeurs font de la télé maintenant. Squeezie fait un Grand Prix de Formule 1, TF1 fait la même chose en fait. Donc je pense que les gens vont revenir. Pendant un moment, ils disaient ah, les youtubeurs, ils sont sympas avec leurs petites caméras, dans leur chambrette et machin, mais c'est plus ça du tout. Et puis et ils brassent plus de pognon que nous, et tu vois. Donc il y a un côté proximité des youtubeurs qui s'est perdu avec le temps, mais que nous on a toujours gardé en fait. Tu le vois, hein, quand on fait Team Game One, on a Oui. les tweets des spectateurs. Moi, je fais beaucoup de salons, je vais beaucoup à la rencontre des gens. Ils nous considèrent comme leurs amis, quoi. Donc on laisse pas tomber ses amis. Donc ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni d'un côté de l'écran, ni de l'autre. C'est là où on voit que t'es gentil et que moi, je suis le méchant catcheur. Est-ce que toi, tu penses Parce que moi, c'est quoi si ton je rêve gagne au loto, je me casse à Saint-Barth. Je t'explique. C'est vrai. Game One, je vous laisse tout seul. Je te laisse racheter la chaîne. Je te donne quelques donne-moi, millions, mais je voilà. viens pas bosser. Ouais. Je suis sur une plage avec du soleil, en train de boire un cocktail et je serai au top. Non, Mais joue au loto, joue au loto. Ouais, j'ai quand même joué, mais- Ça peut m'aider. Mais ça te manquerait pas. Si, ça T'aimes manque. ça quand même. T'aimes Bien ça, sûr. me dis pas que t'aimes pas Si, ça. si, bien sûr, j'aime. Bon, J'allais alors. tous les jours au travail, moi. Et puis tu le fais bien, enfin, on peut pas priver C'est les gens gentil. de ça, quoi. Ils continuent. On verra, bah, joue au loto. Bon, gagnons au loto tous les deux, Bon. et on en reparle. En tout Et cas, on verra merci qui. beaucoup. Ça m'a fait plaisir de t'avoir dans Ouais, ce c'est bon. podcast, ce premier podcast de Tant qu'il y aura du Wi-Fi. Très T'étais bon mon titre. premier invité. T'es un peu le parrain. Tu sais, comme Ah, à Starac, ouais. il y a toujours un parrain. Baise-moi la bague. On va éviter, on va Je éviter. te bague. Non, je parlais plus le parrain à la Starac, Ah genre oui, quand bah, ok. il y a Sardou qui vient. Je Ah, parlais pas ah, un truc de mais mafia. je préfère le parrain de la Non, mafia. non, je parlais pas de mafia. Et bah merci pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres épisodes avec d'autres invités. N'hésitez pas à mettre en commentaire les gens que vous aimeriez inviter. Et Marcus, bah j'espère qu'on se retrouve bientôt Mais dans bien une sûr, émission. on continue nos aventures tous les deux. Avec plaisir, vraiment. À bientôt. Ciao.